Bonsoir et bienvenue, chers amis. Bienvenue à notre second atelier de la saison 2018-2019, les rencontres philosophiques de Monaco, autour de l'humain. Après une première rencontre, le mois dernier, autour de la question du sens et de l'essence de l'être humain, nous nous retrouvons ce soir pour aborder une question qui, on l'oublie peut-être trop souvent, devrait en découler. En effet, après s'être interrogé sur le sens de l'être humain, sur ce que l'on appelle humain, il nous faut maintenant nous interroger sur la responsabilité pour l'humanité. Il nous appartiendra ce soir de tisser et de suivre ce fil conducteur. En posant la question « Suis-je responsable de l'humanité ?», nous tâcherons de penser et donc d'exprimer ce qui, au fond de l'être humain, l'engage dans sa disposition de répondre présent, de répondre « me voici », comme disait Lévinas, face à l'appel, face à l'adresse, face à l'injonction de l'autre humain. Ainsi, nous tenterons de penser ce qui appelle l'humain à sortir de son quant à soi, à sortir de sa persévérance dans l'être pour s'engager, corps et âme, si j'ose dire, dans un agir responsable pour l'humain et au nom de l'humanité. C'est une question philosophique très difficile et fondamentale. En effet, elle touche non seulement à la définition de l'être humain est-il uniquement rivé à soi-même et seulement travaillé par son être propre, par son intérêt déterminé quant à soi-même, ou bien l'être humain est-il tourné vers l'autre humain et ouvert à une intersubjectivité générale, à une socialité ou à une communauté, mais aussi cette question nous oblige à repenser à partir de quel lieu peut-on ou non formuler une éthique. Un être humain est-il uniquement responsable de soi-même, voire des siens, de ses proches, des êtres humains qui lui ressemblent ou de ceux qu'il reconnaît comme étant ses semblables, ou bien peut-il être, doit-il aussi être, tout aussi responsable de l'humanité entière, et donc de ces êtres humains qui lui sont lointains, qui lui sont étrangers, qu'il ne connaît pas, qu'il ne reconnaît pas, qui lui sont différents. Mais ce n'est pas tout. Notre question ce soir nous engage aussi à une interrogation foncière sur le statut et le rôle, s'il en a encore un aujourd'hui, que nous, êtres humains, pouvons ou non donner à l'humanisme. Notre question même nous oblige à reconnaître, ne serait-ce que parce que nous la posons, les multiples crises qui traversent et minent notre époque. Par voie de conséquence, il nous faudra nous demander si l'humanisme, sa définition, ses valeurs traditionnelles, est encore susceptible d'éveiller l'être humain à une responsabilité pour l'humanité. Autrement dit, si l'humanisme a encore le souffle pour animer l'être humain, ou bien s'il se voit aujourd'hui galvaudé au point de s'éteindre totalement. Peut-on encore croire en l'humanisme pour éveiller en l'être humain une responsabilité pour l'autre? Et sinon, l'être humain s'avérera-t-il suffisamment capable, c'est-à-dire suffisamment responsable pour penser au-delà de cet humanisme, au-delà de la définition humaniste de la responsabilité, vers une autre possibilité éthique, une autre possibilité politique, philosophique, capable de le porter au sein d'un avenir plus incertain que jamais? Ou bien l'être humain se fourvoiera-t-il dans ce que Nietzsche appelait le nihilisme passif, se laissant ainsi éteindre par un trop-plein de fatigue, je reprends encore ici Nietzsche, et par une foncière inaptitude à créer ou inventer de nouvelles forces vives pour s'engager dans son avenir. Nous le percevons tous les jours. Notre époque est traversée par des crises profondes, des crises si complexes qu'elles semblent effacer jusqu'aux possibilités pour y répondre et ou en sortir. Nous sommes confrontés à une crise écologique de tout premier ordre et sans précédent dans l'histoire humaine, crise écologique dont la conséquence n'est rien de moins que la destruction
engendrée par l'être humain lui-même, de son environnement naturel et donc de la destruction des ressources premières et primaires pour soutenir la vie humaine elle-même. Nous sommes confrontés à une crise migratoire, elle aussi très profonde, et qui nous oblige à reconnaître à la fois une fragilisation, pour ne pas dire une mise en abîme d'une des idées fondamentales de l'humanisme, sinon l'idée fondamentale de l'humanisme, à savoir l'égalité et la dignité de l'être humain. Et aussi, évidemment lié, et c'est aussi évidemment lié, une inaptitude, pour ne pas dire une indifférence du politique, de la raison et de l'agir politique à apporter des réponses fiables, viables, face à la réalité visible de la souffrance et de la misère de l'autre humain. Nous sommes également confrontés à une crise grandissante de la mondialisation et du libéralisme économique qui, tous les jours, creuse le fossé entre riches et pauvres, aussi bien dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud, au profit d'une surconsommation effrénée. Crise politique majeure aussi, montée des populismes, même si ce terme est réducteur et ne parvient pas à décrire le phénomène dans sa complexité, dans le monde entier, et par conséquent, triomphe des affirmations identitaires dont il est quasiment certain qu'elles ne peuvent que se solder en division et fragmentation de la stabilité géopolitique mondiale, et par là même potentiellement vecteur de séismes nouveaux. En effet, et je pourrais rallonger la liste ici, mais je pense que vous me suivez, nous vivons une véritable crise de ce qu'on appelle encore l'humanisme. Je reviens à notre question de ce soir, face à la crise de l'humanisme. Depuis quel lieu aujourd'hui redonner un sens à l'humanisme? Comment redonner à l'être humain la possibilité de répondre à une exigence d'humanité, d'être responsable à la fois de son prochain, tout comme de son lointain, au nom de l'humanité. L'humanisme est donc le commandement d'une responsabilité envers l'humain dans chaque humain. Peut-il être aujourd'hui réanimé ou bien réinventé? Et si oui, comment? Depuis quel lieu? Pour en parler ce soir, nous sommes très heureux de recevoir trois grands philosophes, Judith Revel, Patrick Savidan et Bruno Carcenti. Je vais vous les présenter d'abord. Judith Revel est professeure de philosophie politique à l'Université de Paris-Nanterre, ainsi que co-directrice du laboratoire Sophia Paul, sociologie, philosophie, anthropologie politique. Elle est grande spécialiste de Michel Foucault et membre du Centre Michel Foucault. Elle siège au comité scientifique du Collège international de philosophie, ainsi qu'au conseil scientifique de l'IMEC. Judith Revel a beaucoup publié, notamment sur la manière dont, après 1945, une certaine pratique de la philosophie a tenté de problématiser, au croisement de la réflexion politique et de l'historiographie et de l'esthétique tout à la fois, sa propre situation historique et la possibilité d'intervenir au cœur du présent. Elle dirige ainsi 2 projets de recherche collectifs consacrés à la question de l'archive. Discipliner l'archive à Paris-Nanterre et Archives du genre, genre de l'archive. Elle a notamment publié un excellent Foucault avec Merleau-Ponty, Anthologie politique, présentisme et histoire en 2015 chez Vrin. Patrick Savidan est philosophe, professeur à l'Université de Paris-Est Créteil et cofondateur de l'Observatoire des inégalités en 2002. Il a dirigé le Dictionnaire des inégalités et de la justice sociale, qui est sorti le 17 octobre dernier aux presses universitaires de France. Il fait, je crois, 1700 pages. Il a énormément publié sur les inégalités et la question de la justice sociale, notamment Repenser l'égalité des chances en 2007, le multiculturalisme en 2009 et Voulons-nous vraiment l'égalité en 2015. Et finalement, Bruno Carcenti, philosophe et historien, il a enseigné dans de très nombreuses universités avant de rejoindre l'EHESS il y a maintenant une douzaine d'années. Au sein de l'EHESS, il a fondé, avec des sociologues, le laboratoire de philosophie des sciences sociales qui s'attache aux transformations normatives des sociétés contemporaines. Il a aussi beaucoup publié, et je ne peux rappeler tous les titres, mais au moins quelques-uns, D'une philosophie à l'autre chez Gallimard en 2013, et avec Cyril Lemieux aux éditions de l'EHESS Socialisme et Sociologie en 2017,
et aussi Moïse et l'idée de peuple au CERF en 2012, et puis un des livres finalistes de notre prix des rencontres philosophiques de Monaco 2017, l'excellent ouvrage que je recommande vivement, La question juive des modernes aux presses universitaires de France. Nous allons commencer avec vous, Patrick Savidan, pour ensuite donner la parole à Bruno Carcenti et pour clore cette première partie de notre soirée avec Judith Revel. Ensuite, nous engagerons ensemble, évidemment, une discussion et ouvrir au public pour une partie de questions-réponses, dialogue et discussion. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation, merci beaucoup pour l'invitation, merci beaucoup pour la question « Suis-je responsable de l'humanité ?» Alors je vous avoue, quand j'ai reçu l'invitation et la question, j'étais très touché par l'invitation et légèrement effaré par la question, tout simplement parce que c'est une question qui est tellement générale, tellement forte, par le type d'implication qu'elle suppose de pouvoir prendre en charge, si on veut ne serait-ce que pouvoir donner une esquisse de début de réponse, qu'on peut se sentir un petit peu humble face à la difficulté qui nous est proposée. Mais je me suis dit que finalement, si elle était proposée, c'est qu'elle était faisable, d'une manière ou d'une autre. Et donc j'ai décidé d'essayer de répondre pour de vrai à la question « Suis-je responsable de l'humanité ?» Mais comme pour ma part, j'ai tendance à travailler sur des petits objets. Je suis un petit peu handicapé. J'ai donc été tenté de reprendre la question, mais vraiment par le petit bout de la lorgnette. Et je me suis dit, mais au fond, qu'est-ce que c'est en termes juridiques que d'être responsable? Et donc j'ai repris le Code civil, par exemple, pour le droit français. Et j'ai pu constater qu'il y avait deux types de responsabilités, responsabilité civile, responsabilité pénale, que la responsabilité civile, dans le premier cas, a pour objectif de permettre de réparer le non-respect d'une obligation ou d'un devoir envers autrui par l'indemnisation d'un dommage infligé. La base de cette responsabilité, on nous explique dans le Code civil toujours qu'elle peut être contractuelle ou qu'elle peut être délictuelle. Contractuelle, c'est vous avez signé un contrat, vous ne respectez pas les termes du contrat qui vous engage puisque vous l'avez signé, et donc vous êtes responsable de ce défaut de respect, et donc vous allez devoir assumer le coût d'une indemnisation quelconque. Et sur la base délictuelle, ça vise tout simplement ce qu'on appelle des comportements extra-contractuels, mais qui peuvent avoir lieu trait à des troubles de voisinage, des accidents, diverses formes de harcèlement, etc., diffamation, voies de fait, etc. Donc on voit bien que, à la lumière de ces éléments, il y aurait une manière très simple de répondre à la question qui nous est posée, qui m'est posée à moi qui parle là maintenant, mais posez-vous là aussi, s'il vous plaît. Est-ce qu'on est responsable de l'humanité, tous pris individuellement? Ma première réponse, au vu du Code civil, c'est clairement non. Je ne suis pas responsable de l'humanité parce qu'on ne peut pas être responsable de quelque chose que l'on n'a pas fait, manifestement. Or, jusqu'à preuve du contraire, ou en tous les cas à ma connaissance, mais détrompez-moi si je me trompe, je n'ai pas fait l'humanité. Et même si on quitte le plan strictement juridique pour aborder le plan éthique, ça reste vrai. C'est-à-dire si être responsable, c'est comme l'écrivait Ricoeur en 1949, être prêt à répondre « c'est moi » à la question « qui a fait cela ?» Très clairement, je ne suis pas responsable. Dieu, éventuellement, pour ceux qui le souhaitent, peut-être décrété responsable de l'humanité, mais en tous les cas, pas moi. Alors, on le voit en première approche, être responsable d'une chose suppose d'être la cause de cette chose, de cet état, à propos duquel se pose ou est posée la question de l'imputation. Être responsable, c'est avoir voulu cette chose ou cet état. C'est peut-être aussi ne pas l'avoir empêché alors que c'était en notre pouvoir. Autrement dit, être responsable suppose de pouvoir revendiquer ou de ne pas pouvoir se soustraire à une certaine forme de liberté. On sait qu'il n'y a pas d'imputation sans liberté, que la liberté est une condition de la possibilité de l'imputation. Quand un ouragan, par exemple, fait plusieurs morts, ce n'est pas vraiment en un sens moral, ni a fortiori juridique, qu'on va le dire responsable de ces morts. Paul Valéry avait souligné ce point, qui d'ailleurs n'avait pas échappé déjà à Nietzsche avant lui, qui parlait de cette métaphysique du libre arbitre comme d'une métaphysique de bourreau. Et donc, à la faveur de l'un de ses regards sur le monde actuel, Paul Valéry s'était demandé, mais d'où peut donc venir cette idée que l'homme est libre, ou bien l'autre, qu'il ne l'est pas? Et il répondait, je ne sais pas si c'est la philosophie qui a commencé ou si c'est la police. Mais quoi qu'il en soit, il s'agit bien ou d'innocenter entièrement les actes d'un homme, quel qu'il soit, et de l'assimiler à un mécanisme, et dans ce cas-là, il n'est pas responsable, ou bien de le rendre, comme on dit, responsable, c'est-à-dire de lui conférer la dignité d'une première cause.
C'est une question qui concerne tout le monde, ajoute Valéry, pas seulement le moraliste ou le métaphysicien, mais également l'artiste, le poète par exemple. De fait, dit-il, une œuvre est un acte, et je ne peux assumer ou revendiquer une œuvre que dans la mesure où il est établi que cette œuvre est bien de mon fait. Alors, en quel sens pourrions-nous dire que nous avons, à l'égard de l'humanité, accédé à la dignité de première cause ? Vous voyez l'ampleur abyssale de la question. Autrement dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un sens de la notion d'humanité qui permettrait ou qui me permettrait de m'en dire responsable ou qui me permettrait de me penser moi-même comme responsable de cette humanité ? On pourrait l'imaginer si on part du principe que l'on est responsable, 1, de ce que l'on fait, et 2, que l'on est ce que l'on a fait. C'est le premier moment de l'analyse dont en fait est tirée la question qui nous est soumise aujourd'hui. L'analyse de Sartre en 1946 dans l'existentialisme est un humanisme. Cette idée s'intègre selon une présupposition qu'exprime une formule un peu brutale. L'existence précède l'essence, nous explique Sartre. C'était pour lui une manière de dire que l'être humain échappe à la vision technique du monde. Il n'est pas produit, il n'est pas créé, mais à l'image de ce que proposait Pic de la Mirandole, et donc ça nous ramène aux sources de l'humanisme, déjà au XVe siècle, il se crée et se définit lui-même. Dans cette optique, la dignité de l'homme, cette œuvre dont Pic de la Mirandole nous disait qu'elle était à l'image indistincte, résulte de sa capacité à s'arracher à son indétermination originelle et à la responsabilité qui lui incombe de se faire advenir en quelque sorte lui-même. Et dans le lexique de Sartre, il y aurait donc une existence, puis un effort pour se définir, pour se donner à soi-même une essence. Ainsi, l'homme se réaliserait-il sur le mode du projet, et le propre de l'homme serait de se projeter consciemment, délibérément, ce pourquoi, nous explique Sartre, il n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Cette notion de projet ne correspond pas simplement à un exercice de la volonté. Pour Sartre, elle renvoie à un choix beaucoup plus originel que toutes les difficiles questions que l'on peut être amené à prendre dans sa vie, décisions qu'on peut être amené à prendre. C'est un choix qui renvoie à ce que je suis, nous dit-il, authentiquement. C'est en ce sens que je peux être tenu responsable de mon humanité, responsable de ce que je suis en propre. Donc, premier mouvement de l'analyse, premier moment de l'analyse de Sartre, je suis responsable de mon humanité, puisque ça dépend de ce que je suis et de ce que je veux. Mais on peut alors se demander comment passer de cette responsabilité à l'égard de moi-même à une responsabilité à l'endroit de l'humanité. Comment on peut passer de moi à l'autre, comme tu le disais, comme vous le disiez dans ta présentation. Alors, je vais laisser de côté la cohérence, la question de la cohérence interne de la position de Sartre, et je vais me contenter ici d'indiquer le mouvement de sa pensée. Pour Sartre, cette conception du choix et du projet implique la notion de responsabilité. Mais cette responsabilité doit aussi, selon lui, nous ouvrir à la sphère de l'universalité et de la moralité. En effet, si l'homme est responsable de son essence, de son choix, il est aussi responsable, nous dit-il, de tous les hommes. C'est que ce choix est aussi un acte normatif pour lui. Ce choix pour soi, en tant qu'homme, est aussi choix de la norme qui régit l'idée que je me fais de ce que devrait être l'humanité. Je cite Sartre, « Quand nous disons que l'homme est responsable de lui-même, nous ne voulons pas dire que l'homme est responsable de sa stricte individualité, mais qu'il est responsable de tous les hommes. » Et plus loin, il ajoute qu'en se choisissant, il choisit tous les hommes. En effet, il n'est pas un de nos actes qui, en créant l'homme que nous voulons être, ne crée pas en même temps une image de l'homme telle que nous estimons qu'il doit être. C'est pourquoi il peut conclure que notre responsabilité est beaucoup plus grande que nous pourrions le supposer. De fait, elle engage l'humanité tout entière. Donc faites attention quand vous agissez. Totale et profonde responsabilité de l'homme qui se découvre en quelque sorte législateur pour l'humanité tout entière. Donc à la question « suis-je responsable de l'humanité ?», Sartre pourrait normalement pouvoir répondre « oui, je le suis ». Que faut-il en penser ? Alors pour être tout à fait honnête, alors je ne suis pas un sartrien, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, je ne sais pas s'il y en a sur la scène, mais je crois qu'on peut voir à peu près ce que veut dire Sartre et s'interroger tout de même sur les ressources qu'il peut mobiliser pour sortir du relativisme dans lequel il semble, contre son gré, enfermer son existentialisme. Comme Alain Renaud avait pu l'écrire dans un livre intéressant sur la philosophie de Sartre, il n'est pas impossible, au fond, que l'existentialisme se révèle être, au fond, un individualisme plus qu'un humanisme. J'ajouterais que le texte lui-même, quand on le lit de manière un petit peu suivie, ne justifie pas vraiment les thèses, en tout cas il me semble, ne justifie pas vraiment les thèses qu'il affirme et dont il tire les conclusions que l'on sait. Il affirme que l'existence précède l'essence, ne serait-ce que cela, mais au fond, qu'est-ce qu'on en sait ?
Mais peu importe. Je crois qu'il reste quand même cette idée très intéressante. Ce que je fais m'engage, mais engage aussi les autres. J'ai une responsabilité de ce fait à l'égard des autres. C'est simplement peut-être une idée qu'on peut essayer de justifier autrement. Donc je vais essayer de le faire à partir de 2 arguments distincts. Le premier argument consistera à regarder de manière un peu plus attentive que la façon dont Sartre s'y prend pour faire dépendre nos arguments à l'égard des autres d'un engagement vis-à-vis de moi-même. Autrement dit, c'est en me choisissant moi-même que je m'engage et que j'engage les autres. Alors, je connais plusieurs philosophes qui ne l'entendraient pas de cette oreille. J'en connais d'autres ici aussi qui les connaissent. On distingue traditionnellement, vous le savez, peut-être 3 types de devoirs. Des devoirs envers des entités abstraites, Dieu et des drapeaux, par exemple. Des devoirs envers moi-même et des devoirs envers les autres. Pour Ruvén-Augien, vous le savez peut-être, c'est beaucoup trop. Pour éviter cette inflation des devoirs, et pour respecter au maximum la liberté des personnes, il faut admettre que les devoirs, au sens propre, ne peuvent concerner ni les entités abstraites ni moi-même. Sur le plan éthique, Ruvén-Augien nous expliquait qu'il fallait être résolument minimaliste. Cela tient au souci qui était le sien de contenir au maximum le pouvoir d'interférence de l'État, des pouvoirs publics, de la loi, mais aussi des majorités sociales. Son ambition philosophique était de nous protéger, en tous les cas de protéger le droit des personnes adultes à vivre conformément à leurs préférences et offrir à ces personnes les moyens normatifs de résister à toute forme de paternalisme social. Il défend pour cela une idée audacieuse, le rapport à soi est moralement indifférent. On peut faire ce que l'on veut de soi, ça n'a pas de signification morale. Et personne n'a le droit, par conséquent, de s'en mêler. Et je n'ai certainement pas le droit non plus d'imposer aux autres la norme morale qui vaut pour moi. Si Ruvén-Augien a raison, la thèse de Sartre est mise à mal. Dans ces 2 dimensions, en effet, si je n'ai pas le devoir envers moi-même, il en résulte en outre, d'un point de vue sartrien, que je n'ai pas non plus d'obligation envers les autres. C'est assez fâcheux. Donc Ruvén-Augien n'a heureusement pour lui, en tous les cas, pas ce problème, puisqu'il estimait que les obligations à l'égard d'autrui peuvent tout à fait se justifier par un autre principe, assez simple d'usage, j'ai le devoir de ne pas nuire à autrui. On peut déjà faire beaucoup d'excellent travail moral avec ce simple principe. Alors, je ne vous cache pas que cette thèse de l'indifférence morale du rapport à soi est assez controversée. Les critiques sont multiples, j'en relève simplement 2. On peut estimer que l'interdiction de nuire à autrui est assez intéressante, mais qu'elle ne va pas suffisamment loin. Il y a des situations où il ne faut pas simplement nous abstenir de nuire à autrui, mais des situations où il faudrait peut-être que nous fassions concrètement quelque chose de positif pour autrui. C'est l'idée d'une responsabilité pour l'humanité. Deuxième argument, si on veut pouvoir donner une relative consistance à l'idée de non-nuisance, si je veux pouvoir dire il est moral de ne pas nuire à autrui, il faut tout de même, à minima, que j'estime qu'il est de mon devoir de vouloir être moral, qu'il est de mon devoir de vouloir agir moralement. C'est là reconnaître une sorte de devoir, en fait, envers moi-même, ou en tous les cas une sorte d'obligation dont je vais pouvoir puiser mon obligation à l'égard des autres. Toutefois, cette dernière remarque, à mon sens, n'invalide pas le recours au principe de non-nuisance. Elle le justifie simplement autrement que ne l'aurait admis Ruvén-Augien. Elle établit en tous les cas que je suis responsable à l'humanité, à l'égard de l'humanité présente et future, au sens où cette responsabilité nous impose de faire tout notre possible pour ne pas nuire à cette humanité, par exemple de ne pas restreindre le champ des possibles qui nous est offert et qui lui sera offert, si on pense en termes environnementaux par exemple, nos responsabilités à l'égard des générations futures. Alors c'est un argument qui ne règle pas tous les problèmes, mais qui me semble intéressant. Je vous en propose maintenant un autre qui est plus proche de mes sujets de préoccupation et qui va repartir de l'idée qu'il se joue dans le rapport que nous avons à nous-mêmes quelque chose qui n'est pas indifférent moralement vis-à-vis des autres. Manière de dire que l'éthique personnelle peut avoir des incidences politiques. Et je vais prendre comme exemple quelque chose qui m'intéresse tout particulièrement, à savoir l'évolution actuelle des inégalités dont il a été question et surtout, dans ce contexte-là, l'évolution des systèmes de solidarité. On sait que les inégalités ont augmenté de manière très très forte depuis une trentaine d'années. On sait aussi que ces inégalités et leurs évolutions ont fait l'objet d'une critique sociale massive. 70, 65, 80% des gens peuvent considérer que les inégalités et leur manière d'évoluer sont inadmissibles, en tous les cas qu'elles sont trop élevées. Ce qui est constaté sur une période assez longue de plus de 30 ans, c'est que manifestement la réprobation sociale et morale en question n'entrave absolument pas le creusement des inégalités, mais qu'au contraire, elle semble l'accompagner. C'est un peu comme si dans les sociétés où les individus ont la possibilité, au moins formelle, de peser
politiquement sur l'orientation des politiques publiques, les individus laissaient filer, soutenaient même les inégalités que par ailleurs ils critiquent pourtant, et sincèrement, je le crois. C'est un paradoxe qui a fait l'objet de nombreuses études, notamment attachées à l'étude de l'impact de l'évolution des inégalités sur l'état de l'opinion. Les conclusions sont convergentes. Quand les inégalités augmentent d'une certaine façon, ça encourage des comportements qui contribuent au creusement des inégalités. Alors pourquoi je vous parle de cela? Tout simplement pour vous montrer qu'il y a un lien entre la situation sociale, économique et politique et l'éthique personnelle. Et plus important encore, dans un deuxième temps de mon propos, qui sera aussi le dernier point, que ce lien est réversible, et heureusement pour nous. Dans le livre qu'évoquait tout à l'heure Raphaël, Voulons-nous vraiment l'égalité, je me suis attaché à étudier ce problème et j'en suis venu à la conclusion que la manière dont les inégalités augmentent conduit les individus à renforcer leurs engagements électifs, à miser sur des solidarités restreintes pour faire face plus efficacement, à leurs yeux, à la concurrence qui sévit sur l'ensemble des marchés dont ils sont partie prenante. Autrement dit, ils essayent de faire au mieux face au pire. C'est une conception un petit peu sauvage de la justice, mais pas complètement irrationnelle, qui a tout de même une conséquence négative majeure. Agir sur cette base augmente redoutablement l'intensité de la compétition et incite les autres à jouer exactement le même jeu. Il en résulte un sentiment de défiance et une recherche de formes de solidarité qui ne sont plus des solidarités de partage, mais se présentent d'abord et avant tout comme des solidarités de combat. Des solidarités qui procèdent et cherchent des formes de réassurance dans l'exclusion de l'autre au nom du même. Ce que j'ai appelé les solidarités électives. Bref, on observe un malaise dans la solidarité publique, universelle, impersonnelle, inconditionnée, qui tient à une concurrentialisation plus intense et plus étendue des rapports sociaux. Un déploiement sans précédent, je le crois, de la concurrence qui, corrélativement, bien sûr, diminue les espaces et le caractère socialement significatif des pratiques et des lieux de coopération. Ce qui se passe aujourd'hui, bien sûr, dans le champ des relations internationales illustre assez tristement cette réalité. Le problème est que nous raisonnons, en fait, en régime d'injustice sous condition d'incertitude. Et plus exactement, nous raisonnons avec le sentiment que tout le monde, quasiment, raisonne sur ce mode. Je raisonne comme individu, non à partir de ce que je crois, mais à partir de ce que je crois être les croyances des autres. Et c'est, à mon sens, une des données de base du problème, dans sa dimension indissociablement épistémique et sociale. C'est-à-dire qu'en dépit de notre attachement à des valeurs généreuses parfois, nous nous détournons des formes de solidarité qui pourraient les rendre possibles. Nous faisons en quelque sorte défection à l'égard de ce système-là, parce que tout simplement nous présupposons que les autres sont dans ces rapports de défection, toujours déjà d'une certaine façon. Et d'une certaine façon encore, par nos pratiques, nous organisons nos défections futures. Un exemple simplement, le développement des modes de solidarité autres, privés, que ce soit dans le domaine des retraites, dans le domaine de la santé ou de l'éducation, peut tout à fait se comprendre comme un renforcement de la concurrence au sein du système social, et à ce titre comme une forme de facilitation aussi des défections à venir, tout simplement parce qu'on affaiblit la solidarité publique, et du coup on se donne autant de raisons d'aller chercher d'autres formes de solidarité ou de coopération plus restreintes, plus électives, plus exclusives. Ce constat peut être fait dans un cadre qui ne cède en rien à une quelconque forme de pessimisme moral, j'y insiste vraiment. Mon propos n'est pas de condamner l'égoïsme des êtres humains, et je ne pense même pas que les individus soient égoïstes en ce sens. Ou plus exactement, tout simplement parce que je considère que quand on sacrifie une forme de solidarité pour une autre forme de solidarité, on ne peut pas simplement dire il y a des méchants, il y a des gentils. Les gens sont pris dans des dilemmes un peu compliqués et ils essayent de faire au mieux, comme je le disais tout à l'heure, face au pire. Donc je ne pense pas qu'il faille condamner les êtres humains parce qu'ils seraient essentiellement égoïstes, mais en tous les cas, il pourrait être intéressant de prendre acte de la difficulté pour les individus à traduire en termes politiques, dans le contexte présent, leur disposition à la coopération. Ça me fait penser à un texte, un extrait des Confessions de Rousseau, où Rousseau discutait avec quelqu'un qui lui promettait de l'inscrire sur son testament, et Rousseau, de manière immédiate et urgente, lui avait dit surtout ne le fais pas, ou en tous les cas ne me le dis pas, parce que je n'ai pas envie de souhaiter ta mort. Donc très clairement, il faut essayer de se mettre en position de rendre possible, de faciliter en fait la coopération, alors qu'aujourd'hui, dans le système social, tout vient contrarier nos dispositions à la coopération. Mais comme je disais tout à l'heure, ce lien, heureusement pour nous, est réversible. Ce lien qui va des conditions matérielles à l'éthique.
Nous savons le besoin de réassurance sociale qui traverse et travaille la société et ses membres. L'enjeu serait de créer des conditions matérielles qui leur permettraient de retrouver un chemin vers la coopération ou de réaffirmer la primauté de la coopération sur la compétition, au sens où, personnellement, je ne suis pas contre certaines dimensions de compétition si les termes de cette compétition étaient définis dans un cadre qui était un cadre de coopération. Il faut prouver, autrement dit, la coopération en coopérant, c'est-à-dire plus simplement se satisfaire de discours, mais vraiment repartir des pratiques elles-mêmes. Tout simplement, il faut prouver la coopération à travers cette idée ou à cet espoir que le fait pour un individu ou un groupe d'agir pour l'humanité, de se juger responsable d'elle, puisse inciter l'humanité à agir pour elle-même, l'humanité à se sentir responsable d'elle-même. En ce sens, je crois, chacun peut bien penser, mais surtout montrer qu'il se sent responsable de l'humanité. Je terminerai tout simplement en citant Merleau-Ponty, qui, dans L'homme et l'adversité en 1951, expliquait d'une certaine façon, et plus joliment que je viens de le faire, cette idée: quand l'homme jure d'être universellement, le souci de soi-même et le souci d'autrui ne se distinguent pas pour lui. Merci. Merci beaucoup, Patrick Savidan. Et on va tout de suite passer la parole à Bruno Carcenti. Alors, suis-je responsable de l'humanité ? Il y a dans la question posée une interpellation à laquelle on ne semble pouvoir échapper. L'humanité entière me concerne, l'humanité me requiert. Au présent, je me sens convoqué, provoqué par elle, avec une force qui paraît même constamment grandissante. Et cette sensation a bien un caractère problématique évident. Elle est grevée d'une disproportion, elle ouvre un gouffre, et ce gouffre, elle me demande de le franchir. Elle repose sur une relation tissée, ou susceptible d'être tissée, entre des incommensurables. Moi d'un côté, la totalité des humains de l'autre, ou encore la totalisation extensive dans l'espace et dans le temps que l'humanité résume d'un seul mot. Mais qu'est-ce que le mot résume exactement ? Philosophe, je ne peux pas ignorer ce que le mot d'humanité a d'inconfortable, de sous-conceptualisé, voire d'inconceptualisable. Sur son sens, sur son statut, de grandes batailles se sont livrées qui l'ont alternativement promu au rang d'ultime principe de l'émancipation des individus et des peuples, ou bien, à l'inverse, abaissé au rang de motif idéologique, d'alibi moral, de voile jeté sur les dominations réelles et les politiques de conquête. Au nom de l'humanité, brandi comme un motif devant lequel on n'aurait qu'à s'incliner, liberté et oppression comparaissent tour à tour. Cette simple remarque devrait suffire à nous faire sentir ce que le mot, à première vue enveloppant, rassurant, peut rapidement avoir d'inquiétant, de suspect, pour qui s'interroge sur son usage, sur son maniement. On ne perdra pas de vue par conséquent son statut de maître mot. Et on ajoutera une chose encore, c'est que ce mot encombrant est pris dans une curieuse oscillation qui nous permet de mieux cerner son sens. Oscillation entre le genre et l'espèce, comme si on hésitait entre deux modes de totalisation, l'un absolu, l'autre relatif, l'un renvoyant au générique en pensée, donc à une idéalité, l'autre à l'appartenance spécifique au vivant et donc à une catégorisation. Idéaliser ou catégoriser, ce n'est évidemment pas du tout la même chose. L'humanité, certes, c'est du vivant, mais c'est aussi ce qui ne s'y réduit pas, voire en représente comme l'envers, le débordement en amont et en aval de l'ensemble des vivants humains actuellement présents sur cette terre. Le générique exauce le spécifique parce que l'humanité nous excède dans notre strict rapport vital à nous-mêmes, attaché à nous-mêmes, qu'on soit des collectifs ou des individus. Elle correspond à la société générale du genre humain, dont Rousseau le premier avait souligné le caractère de pure pensée, étendu au passé et à l'avenir, en même temps qu'à l'ensemble des sociétés connues. Ou encore, l'humanité, c'est le grand être dont parlait Auguste Comte, objet d'une étude historique ou socio-historique, et non pas zoologique ou biologique. Un être qui, disait-il, comporte toujours plus de morts que de vivants,
et qui se projette à partir de cet héritage accumulé d'œuvres humaines significatives vers un avenir qui implique ou vise tous les êtres à naître, les générations qui nous succéderont. C'est sur cette texture temporelle de l'humanité que se greffe d'ailleurs notre responsabilité. Prise à la rigueur, elle consiste à poursuivre et à porter une certaine impulsion, à la prolonger et à la léguer, parce qu'on aura su hériter de ce que d'autres humains ont fait et nous ont transmis, parce que cela méritait d'être transmis. Dans l'humanité, en bref, l'histoire relève la vie, la dépasse de l'intérieur sans la nier. Et c'est dans ce trait d'espèce transcendée, d'espèce au-delà de l'espèce et prétendant au genre, de généricité idéale, c'est là que se loge son lien insécable à l'émancipation. C'est ainsi en tout cas que le mot « humanité » depuis le XVIIIe siècle au moins, et plus encore depuis le siècle suivant, le siècle des révolutions, a gagné en ampleur et en impact. Il n'y a pas d'un côté l'humanité, de l'autre la liberté. Il y a l'humanité qui ne peut s'affirmer qu'en s'émancipant et donc en accomplissant la liberté qu'elle retient ou recèle au cœur d'elle-même. La rechute dans l'espèce, rien qu'espèce, celle qu'au demeurant nous ne cessons jamais d'être, mais que nous ne sommes jamais exclusivement, c'est au contraire le chiffre de toutes les politiques oppressives ou totalitaires. De ce point de vue, lorsqu'elles revendiquent de se conduire au nom d'une expansion de l'humanité, de ce qui fait l'humain comme humain, elles sont le plus outrageux de nos mensonges. Revenons alors en arrière et reprenons la question. Où en sommes-nous aujourd'hui quant à cette conscience historique de soi sur laquelle repose notre appartenance à l'humanité ? Que sommes-nous enclins à répondre lorsqu'on nous demande dans quelle mesure l'humanité ainsi définie relève effectivement de nous, dépend de ce que nous faisons ou ferons ? Qu'y a-t-il d'inédit dans la forte résonance qu'a aujourd'hui pour nous la question qui nous est posée ce soir ? Alors, je vois deux traits du présent qui ont été repris d'ailleurs dans l'exposé introductif de Raphaël, qui expriment la forme nouvelle que prend pour nous la question. D'une part, les migrations croissantes de populations en danger pour cause de guerre, de persécution ou de misère. D'autre part, la détérioration catastrophique du milieu dans lequel l'humanité subsiste et au sein duquel elle ne peut pas ne pas se projeter en pensant et en se pensant portée par les générations futures. Ces deux faits massifs, obsédants, agissent parallèlement et distinctement sur les consciences. Ils pèsent sur nous de telle sorte à conférer au motif de l'humanité un poids, une gravité qui à la fois nous convoque et nous sidère, au risque de nous paralyser. D'autant que les deux faits peuvent s'avérer cumulables. Il y a d'ores et déjà des millions de migrants climatiques et le poids du changement climatique sur les équilibres internationaux trouve aussi sa traduction dans le mode d'exercice des régimes, le déclenchement des guerres civiles et le conflit des communautés. Si on reprend les termes de mon analyse, on dira que l'humanité est tirée plutôt du côté du genre dans un cas, le genre humain s'incarnant dans tout être souffrant qui frappe à nos portes, de l'espèce dans l'autre, l'espèce humaine étant mise en cause dans sa survie d'espèce, au milieu d'autres espèces dont elle partage désormais la condition menacée. Les choses sont cependant plus emmêlées. Il n'est pas moins question de la vie humaine dans l'un et l'autre cas, pas moins question de survie, politique et nature étant depuis longtemps étroitement conjuguées dans l'organisation des sociétés politiques. À chaque fois, ma responsabilité est tout entière sollicitée. Dans chaque cas, il y va bien de responsabilité au sens littéral, c'est-à-dire de charge assumée, les sociologues diraient de responsabilité pour et pas de responsabilité de, responsabilité comme charge ou comme engagement au nom de, et acceptation d'une imputation pour faute ou manquement à cette charge, exposition à une sanction possible dès que les droits de l'humanité n'ont pas été ou n'auront pas été honorés.
Voilà le point conceptuel auquel je voulais arriver. S'il y a responsabilité à l'égard de l'humanité, c'est qu'il y a des droits de l'humanité. Or, l'expression est encore moins évidente. Pour y donner sens, on est entraîné dans deux voies. Tout d'abord, dans l'approfondissement, la radicalisation des droits de l'homme, au-delà de ce que leur fabrication nationale et la segmentation territoriale impliquaient, à une époque qui était encore dominée par le modèle westphalien des États, à chaque nation son État, institué dans des frontières arrêtées, l'équilibre international reposant sur cette entrelimitation. Deuxième voie, on est entraîné dans la conception de droits de l'humanité conjugués au futur, à la lumière de ce que l'humanité sera ou devrait pouvoir être sur le fil de sa perpétuation, ses conditions d'existence en tant que cohorte de générations déployées dans le temps et occupant l'espace habitable qui lui sera dévolu. Tâchons de nommer ces deux voies qui ordonnent en sous-main, quoi qu'on en veuille, la pensée actuelle du citoyen éclairé, en deçà, pour ainsi dire, de ses options politiques. Ces deux voies sont les suivantes. Il s'agit du cosmopolitisme d'un côté, de l'écologisme ou de l'écologie politique de l'autre. Je ne veux pas dire que nous soyons tous cosmopolites ou cosmopolitistes ou écologistes, mais je veux dire que du moment que nous revenons à cette strate perceptive commune qui nous révèle dans notre saisissement par la question posée, nous ne pouvons pas ne pas éprouver quelque chose comme de la responsabilité pour l'humanité sur les deux lignes que j'ai décrites. Le cosmopolitisme et l'écologisme sont forcément les deux pôles majeurs du débat politique global où nous nous situons. Toute pratique politique conséquente doit se régler par rapport à ces deux exigences. Et pourtant, c'est ici qu'il faut commencer à distinguer. Le cosmopolitisme et l'écologisme répondent « oui » à la question posée. En un mot, ils sautent le pas, règlent d'avance le sort de notre interrogation. Oui, je suis responsable de l'humanité, disent-ils l'un et l'autre. Oui, il y a des droits de l'humanité qui sont les plus précieux, les plus impérieux des droits, qui nous obligent plus qu'aucun autre droit. On notera toutefois qu'une différence existe entre sentir la légitimité de la question et y répondre par l'affirmative. Il y a une différence entre se sentir responsable ou sentir qu'il est juste de se poser la question de la responsabilité liée à l'humain comme tel, dans son entièreté, et porter effectivement, en mon nom propre et subjectivement, puisque la question s'adresse à moi, cette responsabilité. Le cosmopolitisme et l'écologisme sont légitimes en tant qu'ils promeuvent une telle responsabilité dans le débat, en tant qu'ils soumettent le débat à cette tension particulière. Mais quant à la tension elle-même, ils font partie de son expression, pas de son élucidation. S'agissant de la tension elle-même, le mot qui doit être scruté, c'est d'abord ce mot étrange de responsabilité. Plus exactement, c'est le fait de raccorder la responsabilité à l'humain. L'opération est rien moins que facile ou naturelle. Cosmopolitisme et écologisme effectuent ce raccordement. En vertu de leur affirmation, ils considèrent ce raccordement comme toujours déjà effectué. Or, notre tâche théorique, réflexive, philosophique, c'est d'abord de le décrire. Sans quitter la gravité de notre sensation quant à la légitimité de la question, nous devons la reprendre dans sa dimension questionnante, dans le fait qu'elle nous habite et même qu'elle nous submerge. Elle nous submerge parce que nous sommes enclins à dire oui, c'est un fait, mais si elle nous submerge vraiment, c'est aussi que quelque chose en nous réalise que nous ne le pouvons pas, que nous sommes assignés à tendre vers ce oui sans pouvoir l'atteindre. Et plus encore que le oui recule à mesure que nous l'approchons. S'il en va ainsi, c'est sans doute que nous traînons avec nous une difficulté tenace à politiser l'écologisme et le cosmopolitisme. Voilà ce sur quoi il faut s'interroger. Allons plus loin et examinons non pas le débat public dans lequel sont engagés des types idéaux de citoyens éclairés, mais des citoyens bien réels, appelés à se prononcer sur la politique à suivre dans leurs États respectifs. Ici, le diagnostic est très différent. Avec un certain effroi, nous constatons même qu'il est pratiquement inverse.
Ce qui ressort de la tension vécue que j'ai décrite, ce sont plutôt des réactions en forme de rejet, des insupportations, des récusations pures et simples, qui tournent le dos aussi bien à l'écologisme qu'au cosmopolitisme. Ces réactions, le type idéal du citoyen éclairé, celui que j'ai fait parler jusqu'à présent, peut bien se donner la facilité de les juger régressives et réactionnaires. Il s'afflige de ce qui prend parfois la forme extrême de la bêtise et de l'aveuglement avéré, dénégation du changement climatique, éventuellement teinté de complotisme, ou encore isolationnisme xénophobe qu'on voit monter en puissance en Europe et hors d'Europe. Mais l'affliction, si sincère soit-elle, n'avance pas l'analyse. Et sans doute est-il plus approprié de remarquer qu'en réalité, de telles réactions sont l'exact pendant d'une politisation bloquée. Tout se passe comme si on restait aux prises avec la question « Comment mettre en œuvre la justice à laquelle nos États sont parvenus en plaçant les droits de l'homme au sommet de leur constitution et l'amélioration graduelle des conditions de vie de tous et de chacun à l'horizon de toutes ces décisions ?» En l'absence de réponse, la réaction n'attend pas. Elle nous atteint aujourd'hui de plein fouet, qu'on soit éclairé ou pas. Comment donc se fait-il que partant d'une question à laquelle nous voulons rationnellement répondre oui, oui, nous sommes responsables de l'humanité, nous nous retrouvions empiriquement avec une croissance inédite du camp du non? Le philosophe, mais aussi le sociologue lucide, doit prendre le problème avec cette amplitude, sans se voiler la face, sans se contenter de fournir au camp du oui une banale chambre d'écho. Il doit donc considérer que la question « suis-je responsable de l'humanité entière ?» vaut surtout comme question, suspendue au point d'interrogation, c'est-à-dire avant tout comme symptôme d'un état déchirant et déchiré de la conscience publique. Je vais, dans le temps qui me reste, tenter de tracer une issue à ce dilemme. Pour cela, il convient d'écouter à nouveau la question, sans la délégitimer, mais avec ce qu'elle a d'insoluble, dans ce qu'elle a donc simultanément d'insoluble et de juste, et donc en la retenant dans son statut de question, sans la précipiter vers la réponse que de toute façon elle n'atteint pas, et même dont elle s'éloigne empiriquement. Et pour cela, je vais me concentrer de nouveau sur son noyau. Que veut donc dire responsabilité, responsabilité personnelle, subjective, individuelle, quand nous la rapportons à l'humanité, qu'elle soit genre ou espèce? Il est vrai, il est incontestable que je ressens cette responsabilité parce que cela est inséparable de ma condition et de mon statut de moderne. Mais en quoi consiste-t-elle et en quoi est-elle réellement une responsabilité pour, c'est-à-dire une charge que je pourrais assumer? Être responsable, c'est être disposé à agir en lieu et place de celui ou de celle pour qui on agit. Accepter par avance d'être sanctionné pour ne pas l'avoir fait, se disposer à affronter par avance les conséquences des actes qui auront été accomplis. C'est se projeter en sujet d'action de substitution, là où l'autre sujet est manifestement défaillant, en situation de vulnérabilité ou de faiblesse. Dans cette translation, dans ce transfert, il en va donc toujours de deux sujets, avec une asymétrie marquée, objectivement reconnue. À la capacité à supporter l'action et ses conséquences correspond une incapacité, celle de l'enfant, du faible, du pauvre, de l'irresponsable. Or, l'humanité n'est pas incapable, mais elle n'est pas non plus capable. En fait, elle n'est ni l'un ni l'autre. Genre ou espèce, genre plus qu'espèce, ou espèce transcendée dans un genre, l'humanité n'est tout simplement pas un sujet, substrat d'une action imputable ou non imputable. L'humanité, au contraire, est essentiellement, et c'est sa valeur, une idée, produite par certaines sociétés. En l'occurrence, des sociétés historiques, politiques en tant qu'historiques, et inversement, ce qui est une autre manière de dire, animées par un projet d'émancipation qui les rassemble et les inscrit dans un même horizon. Dans cette mesure, on doit dire que l'humanité, ce n'est pas ce qui agit, mais c'est l'idée selon laquelle des sociétés ou des individus agissent, ce qui n'en diminue pas la valeur, mais la spécifie.
Ce qui agit en elle, éventuellement ce qui agit pour elle, ce sont toujours des sujets réels, des groupements d'individus, des sociétés politiques. À l'époque moderne, ces sociétés ont pris la forme d'États-nations. Et l'éventail des sujets d'action, depuis lors, s'est considérablement élargi. Il comprend des acteurs supra- ou transnationaux. Quoi qu'il en soit, aucun, il faut le souligner, n'est représentatif ou porteur d'une subjectivité assimilable au genre humain. Aucun ne se revendique d'ailleurs comme le représentant de l'humanité. Se rapporter à l'humanité pour un sujet agissant suppose donc qu'on fasse toute sa place à la médiation politique. Sans elle, une déclaration de responsabilité n'est pas seulement verbale, elle est simplement dépourvue de sens. La responsabilité pour l'humanité est politique ou elle n'est pas. Examinons alors les choses de plus près. Cette médiation aujourd'hui peut prendre différentes formes, celle de mobilisation transnationale ou encore de structures internationales fondées sur la collaboration des États. Fait plus notable encore, elles peuvent aussi repasser par les États-nations eux-mêmes, redéfinissant de l'intérieur leur mission de façon à mieux intégrer la responsabilité pour l'humanité à leur disposition législative. Ces trois échelles sont comme les trois plans simultanés de notre expérience politique actuelle. Elles sont le cadre complexe dans lequel on vit et dont il n'y a pas de sens à vouloir nous extraire. Ce qui caractérise la conscience politique des modernes, c'est l'acceptation tacite de cette stratification fondée sur l'universalité intensive de l'idée de droit de l'homme. Pourquoi ai-je dit intensive ? Parce qu'elle est telle quand chaque nation, chaque État-nation, porté à un certain point d'achèvement, est parvenu à l'incarner dans sa constitution. Les nations modernes sont des formes très singulières de société politique, dont l'autoconstitution implique, en une dialectique subtile, une certaine ouverture combinée à un certain rapport intérieur à soi. Rapport à soi, intériorisation, puisque c'est en privilégiant la vie interne sur les relations extérieures que s'est défini le but national comme but spécifiquement humain, celui des sociétés construisant leur unité, non dans le partage d'une identité opposable vis-à-vis de l'extérieur, mais dans un travail d'unification guidé par des exigences de justice toujours plus fortes. On peut dire les choses autrement. L'inédit de la nation, ce fut une unification nouvelle commandée par l'accroissement de la justice dans la vie interne des États. Dans le travail, l'éducation, la culture, la santé, c'est-à-dire dans les biens sociaux fondamentaux auxquels la politique moderne, bien comprise, devait tout entière être ordonnée. Si on résume, cela veut dire que c'est d'avoir fait de la vie sociale le nouveau lieu, le nouveau topos de la réalisation de la justice. D'en avoir fait le lieu où la justice se découvre, le pouvoir politique ne se justifiant plus désormais qu'à cette aune, non seulement la défense, mais la découverte de ce qui est plus juste pour le collectif dont il a la charge. On notera un point décisif pour relier cette remarque à l'invocation de l'humanité. C'est que la mission dont je viens de parler est d'emblée celle non d'une nation, mais d'un ensemble de nations, un groupement de nations, ce qui a commencé à s'appeler l'Europe, adoptant une visée consciemment commune. D'une seule nation, fût-elle celle de la révolution des droits de l'homme, la nôtre, ce mode d'unification ne peut en aucun cas résulter. Pour cela, il a fallu qu'un ensemble de sociétés politiques de même type se conçoivent et se replacent sur une scène qui les dépasse. Les relations internationales des nations modernes ne peuvent pas ne pas porter la marque de cette exigence d'universalisation des droits, dont on voit au passage qu'ils n'ont pas les droits civils et politiques pour point d'orgue, mais bien plutôt les droits sociaux. L'exigence de responsabilité à l'égard de l'humanité existe donc bel et bien. Elle existe politiquement, ce qui est sa seule manière d'exister vraiment. Mais elle s'éprouve quelque part, avant tout dans la vie sociale concrète dont la nation est tissée, point d'accès à l'humain à travers la justice effectivement pratiquée et politiquement prise en charge.
En ce sens, on peut dire qu'elle se joue d'abord intensivement en chaque nation, puisque c'est par cette voie que les individus que nous sommes y ont historiquement accédé. Alors on dira que cette histoire a fait long feu, qu'en vérité, elle a rapidement dégénéré en tragédie et s'est par là tout simplement condamnée elle-même dans la première moitié du XXe siècle. N'a-t-elle pas abouti au pire sur la longue période qui s'écoule des révolutions du XVIIIe siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, avec son lot de guerres, de colonisations et de crimes de masse? Et plus encore, ne poursuit-elle pas sa dégradation sous nos yeux, dans l'incapacité des États-nations contemporains à prendre en charge la tragédie des destins humains? Souligner cette vérité est incontestablement, c'en est une, c'est rejoindre une nouvelle fois la source du déchirement dont je suis parti. S'astreindre à repérer dans l'ère des nations à la fois le vecteur d'une politisation inédite du concept d'humanité, et en fait sa fabrication, et le terreau d'une histoire où l'inhumain s'est érigé en but résolu de politiques purement nationalistes. Si nous voulons répondre oui à la question « Suis-je responsable de l'humanité ?» et j'ai montré que nous le voulons, alors il faut que les médiations réelles que l'histoire de la politique moderne a forgées soient reprises avec une lucidité renouvelée, une lucidité que nous n'avons peut-être jamais eue. La politisation des droits de l'homme, comme la politisation de l'écologie, dépendent non d'un saut vers l'humain en but légitime d'action, cela, il l'est en fait déjà pour toutes les consciences, y compris les moins cosmopolites et les moins écologiques, y compris les plus réactionnaires, mais plutôt de toute autre chose, d'un contrôle des opérations par lesquelles nous élargissons le spectre à travers lequel l'humain nous apparaît. Et c'est là que les clivages politiques se creusent et doivent se creuser aujourd'hui. On vient de le voir. Pour moi, cet élargissement est social. Les opérations qui nous font accéder à l'humain, genre ou espèce, sont celles des droits de l'homme, mais non comme des attributs de l'individu en soi, trésor figé, détenu par chaque homme en tant qu'il est homme, mais comme les produits jamais achevés de formes singulières de socialisation. C'est à l'oublier que notre histoire a englouti la vectorisation nationale et internationale dans le gouffre du nationalisme. Histoire que nous sommes en train de répéter par un nouveau défaut de politisation adéquate. Une politisation qui serait fondée essentiellement sur l'internationalisme des droits sociaux. Telle est en vérité la seule forme viable, mais encore ou plutôt toujours à découvrir, puisqu'elle n'a pas de fin, de notre responsabilité. C'est notre responsabilité sans fin. Une autre manière de le dire, plus directe, est d'examiner ce que nous entendons par citoyenneté. Sur ce point, beaucoup d'ambiguïtés subsistent, dont le prix est politiquement très lourd aujourd'hui. Nous sommes responsables de l'humanité, non en ce que chaque individu voit en l'autre un autre homme ou une autre femme. D'une vision de ce genre découle un sentiment de responsabilité, mais pas une responsabilité effective, c'est-à-dire une action, mais en ce que chacun voit en l'autre une citoyenneté possible. Or, qu'est-ce qu'une citoyenneté possible, si elle est pour nous le prisme à travers lequel l'humain peut effectivement nous apparaître comme ce que nous devons prendre en charge? Telle est notre question. Une citoyenneté possible, c'est pour nous modernes un pléonasme ou une redondance. Mais c'est aussi une redondance à laquelle nous risquons toujours de redevenir sourds ou aveugles. C'est une redondance qu'il nous faut constamment réapprendre à comprendre. En quoi la citoyenneté possible est-elle distincte de la citoyenneté actuelle? En quoi la citoyenneté actuelle n'est-elle pas la vraie citoyenneté? La politique moderne a tout entière tourné autour de cette question. Et le nationalisme, si on veut le définir au plus court, c'est précisément la position qui évacue sans ménagement la question, qui s'en débarrasse. Rabattant le possible sur l'actuel, le nationalisme revient à faire de l'actuel
la mesure du possible et à figer la citoyenneté en appartenance, comprise comme partage de traits déjà donnés, objectifs, tangibles, fétichisés, patrimoine historique, religieux, voire racial. Le défi de la politique moderne a été au contraire de subordonner l'actuel au possible, de raisonner en redessinant constamment l'actuel à la lumière d'un possible non encore réalisé. Le dessin de ce possible a une règle de tracé, l'accès à plus de justice dans les relations que la vie sociale engendre en se déployant. Aussi faut-il bien voir quelle est la condition permanente du geste très singulier qui nous requiert, nous modernes. C'est de décliner les droits en résultante de pratiques sociales que la politique moderne s'efforce de rendre toujours plus justes. C'est donc de penser les droits de l'humanité au prisme d'une vie socialement juste. Je conclus. Ouvert sur le monde. Nous le sommes certes, mais nous ne le sommes pas indistinctement. Nous le sommes à travers les sociétés que nous formons et auxquelles nous avons su donner une consistance inédite qu'il nous faut revendiquer avec plus de force et de fierté. La forme d'États-nations qui ont mis la justice sociale à leur principe et qui ont entrepris de réaliser ensemble les droits de l'homme sur cette base. Quand nous accueillons les réfugiés, quand nous nous préoccupons des dommages causés par nos formes de vie sur un environnement où se projette avec toujours plus de difficultés l'humanité à venir, ce n'est jamais, en réalité, depuis une vision désancrée de l'humain. C'est depuis une certaine vie, la vie sociale dont nous sommes actuellement responsables et qui est ce sur quoi nous pouvons politiquement agir. Ou plutôt, c'est depuis l'ordre international qui a commencé à se mettre en place en Europe il y a 2 siècles, qui a échoué à s'instituer, échec qui grève de plaies encore béantes l'histoire de l'Europe, et qui s'est repris plus consciemment comme une politique sociale commune après la Seconde Guerre mondiale. C'est là le point d'orgue de notre vraie responsabilité, c'est là ce qui nous rend capables à titre de sujet politiquement responsable. Pas de responsabilité sans capacité d'action, nous sommes Européens, abordons donc l'exigence cosmopolitique et écologique en Européens, c'est-à-dire en sujets politiques qui ont mis l'idéal d'une société juste au-dessus de tout autre idéal politique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Bruno. On va clore donc cette première partie avec vous, Judith Revel. Je vous laisse tout de suite la parole. Merci. C'est toujours difficile de parler en dernier. Il arrive que la réflexion naisse d'un malentendu. J'avais il y a quelques mois reçu l'annonce du thème de ces rencontres, « Suis-je responsable de l'humanité ?» J'ai noté mentalement le sujet et je l'ai immédiatement transformé. Et donc j'ai été persuadée jusqu'à il y a quelques jours de devoir réfléchir sur un autre sujet qui était celui-ci, de quelle humanité suis-je responsable ? Ce qui est bien entendu pas du tout la même chose. Je me suis rendu compte de mon erreur en recevant l'affiche du festival il y a une dizaine de jours. J'avais 2 choix, en rire un peu honteusement et reprendre le bon sujet, ou bien alors, et c'est finalement ce pourquoi j'ai opté, me demander pourquoi j'avais ainsi mémorisé littéralement de travers la phrase qu'on me proposait, et ce que cette erreur disait peut-être à sa manière, à la fois de notre conception de la responsabilité aujourd'hui et de ce que nous mettons sous ce mot impressionnant et finalement très ambigu, on vient de l'entendre, d'humanité. Alors le vrai sujet, suis-je responsable de l'humanité, est assez évocateur pour un philosophe, et vous en avez 3 sur la scène, 4, pardon. Patrick Savidan y faisait allusion il y a un instant, c'est à peu de choses près, et retourner en question l'une des positions que défend Sartre dans sa conférence du 20 octobre 1945, publiée un an après sous le titre « L'existentialisme est un humanisme », un texte qui est important parce qu'il va donner lieu à toute une querelle qu'on désigne souvent sous l'appellation querelle sur l'humanisme entre 1946 et 1948, où des gens importants vont dire des choses importantes et infiniment polémiques. Je pense au texte de Heidegger, Lettres sur l'humanisme, 1947, qui est une réponse à Jean Beaufret, aux 3 questions de Jean Beaufret, mais où Heidegger ne se prive pas d'égratigner Sartre.
Je pense aussi au texte magnifique qu'il faudrait relire de Maurice Merleau-Ponty, Humanisme et terreur en 1947, et puis à un texte de Lukács, Existentialisme ou marxisme, point d'interrogation en 1948, où Lukács, lui, égratigne Merleau-Ponty. Il y a tout un débat autour de ça. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la querelle, sinon pour signer deux choses, indépendamment des arguments mobilisés par les auteurs que je viens de citer, il y en aurait bien entendu d'autres. La première, c'est que être responsable, c'est étymologiquement se porter garant d'eux ou répondre d'eux. Se porter garant d'eux, responsabilité civile, répondre d'eux, ces actes, responsabilité pénale. Et que finalement, ce n'est pas très difficile à penser quand ça engage un sujet individuel, quand il s'agit de demander à une personne de rendre compte de ses propres actes, ou quand on envisage au contraire les circonstances dans lesquelles une personne ne peut pas se porter garante de son propre comportement. C'est par exemple ce qui se passe dans certains procès. On interroge la responsabilité du sujet, c'est-à-dire sa capacité, en général mentale, à rendre compte de ses propres actes, son discernement au moment où il a commis ses actes. On le déclare par conséquent responsable ou au contraire irresponsable de ses actes. Le débat est parfois complexe quand il s'agit de trancher. Il est parfois aussi, les positions sont parfois discutables. Mais l'idée de responsabilité en elle-même est relativement claire. C'est beaucoup plus compliqué quand on envisage la question de savoir si on est responsable non pas de ses propres actes, mais de l'humanité, ça a déjà été dit, parce que ça implique précisément que l'on dise ce que l'on met sous ce mot d'humanité. Je peux penser humanité comme ce sujet abstrait, composé de tous les humains dans leur ensemble, et entendre la question comme « suis-je responsable pour l'humanité ?» Suis-je responsable de la totalité des actes accomplis par les humains qui composent cette humanité? Suis-je responsable de la totalité des actes du genre humain? Je peux même redoubler cela et dire « je suis responsable de ce que la totalité des actes du genre humain engage », y compris dans un futur proche, pour l'humanité elle-même. Je suis responsable de notre futur commun. J'en réponds, je dois m'en porter garant, et dès lors que ce futur est directement déterminé par les actes des humains dont je fais partie. Si vous voulez, la question écologique, à laquelle il a été fait allusion il y a un instant, me semble répondre à cette double responsabilité, à la fois des actes des humains et de leurs conséquences, c'est-à-dire aussi du monde que nous laisserons aux générations futures, à ces humains qui viendront après nous. Mais je peux penser aussi humanité dans un sens bien différent, non pas en tant que genre humain, c'est-à-dire comme définition extensive, mais comme ce qui caractérise au plus profond l'humanité de l'homme, les latins disaient humanitas, c'est-à-dire ce qui peut aussi éventuellement, parfois, se retourner en son contraire, en inhumanité. Alors la deuxième chose que j'aimerais souligner, c'est la suivante. Quand Sartre prononce la conférence qu'il publie l'année suivante, « L'existentialisme est un humanisme », nous sommes tout juste au sortir de la Deuxième Guerre mondiale et la question de l'inhumanité de l'homme, la question de la responsabilité que nous avons ou que certains ont de cette inhumanité ne peuvent pas être considérées comme purement théoriques. Elles ne sont pas seulement des jolis joujoux philosophiques. Elles sont d'une actualité terrible. Le 10 janvier 1946, presque un an après sa libération du camp d'Auschwitz, Primo Levi écrit un poème qu'il placera bientôt en exergue de Si c'est un homme, le texte qu'il publiera en 1947. Ce poème liminaire est un texte magnifique et terrible, construit sur le modèle du schéma, la prière du Deutéronome, dont il fera par ailleurs son propre titre, puisque le poème est intitulé « Schéma ». Et le texte de Lévi commence ainsi, sans doute le connaissez-vous. « Vous qui vivez en toute quiétude, bien au chaud dans vos maisons, vous qui trouvez le soir en rentrant la table mise et des visages amis, considérez si c'est un homme que celui qui peine dans la boue, qui ne connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon de pain, qui meurt pour un oui ou pour un non. Considérez si c'est une femme que celle qui a perdu son nom et ses cheveux, et jusqu'à la force de se souvenir, les yeux vides et le sein froid comme une grenouille en hiver. Considérez si c'est un homme, interroge Lévi. Pour être responsable de l'humanité, encore faudrait-il que quelque chose comme une humanité existe. C'est-à-dire que tout humain, quel qu'il soit, puisse être reconnu comme en faisant partie, c'est-à-dire comme
semblable à ses propres semblables. Or, précisément, ce qu'a tenté de faire le nazisme, c'est de décréter la nécessaire déshumanisation d'une population en vue d'asseoir la légitimité de son extermination. Et puis aussi, et c'est peut-être cet aussi dont je voudrais parler, c'est d'instiller un double doute. Le premier doute est clairement formulé par le début du poème que je viens de rappeler. Celui qui, dans la boue, est prêt à se battre pour un quignon de pain, celui-là est-il encore un homme? Celle qui a perdu son nom et ses cheveux, celle qui a le sein froid comme une grenouille en hiver, celle-là est-elle encore une femme? Le nazisme, c'est aussi la création méthodique de conditions dans lesquelles ces deux questions deviennent possibles. Se demander d'un homme s'il est encore un homme, se demander d'une femme si elle est encore une femme. Refuser le nazisme, résister au nazisme, c'est donc peut-être, au rebours de cela, réaffirmer partout qu'il n'y a pas de déshumanisation possible de l'homme, même dans les conditions les plus extrêmes. Mais il y a un deuxième doute auquel la seconde partie du poème de Lévy est consacrée. Parce qu'il n'en va pas seulement de la possibilité que des humains soient littéralement réduits par d'autres humains à quelque chose comme une qualité infrahumaine, ou pour le moins qu'on tente d'expulser certains humains hors de l'humanité. Parce qu'il en va aussi de notre responsabilité, dit Lévy, nous qui, après tout cela, en 1945, et lui aussi, nous qui recommençons à vivre, à penser, à aimer, à travailler, à écrire. Une responsabilité qui implique précisément que nous puissions répondre de la totalité des actes des humains, de ces actes-là aussi, après tout, où étions-nous quand ils ont été accomplis, et que nous conjurions la possibilité de leur réitération future. Alors la fin du poème dit « N'oubliez pas que cela fut, non, n'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre cœur, pensez-y chez vous, dans la rue, en vous couchant, en vous levant, répétez-le à vos enfants, ou que votre maison s'écroule, que la maladie vous accable, que vos enfants se détournent de vous. » La violence de la malédiction qui achève le poème liminaire de « Si c'est un homme » est claire. N'oubliez pas, transmettez, ou bien le monde s'écroulera. Tout ce qui fait le monde des humains périra. Voilà aussi ce que signifie être responsable de l'humanité. Alors je viens de dire une responsabilité qui implique que nous puissions répondre de la totalité des actes des humains, précisément parce que l'humanité ne se dit que de la communauté des semblables. Il y a à cela une conséquence à laquelle on ne réfléchit peut-être pas assez, mais qui nous engage éthiquement et politiquement. Si nul ne peut être, en tant qu'homme ou femme, placé en dehors de l'humanité, s'il en va de notre responsabilité, alors même ceux qui ont tenté de réduire des populations entières à quelque chose comme de l'infra-humain demeurent des humains. Robert Antelme, à l'époque mari de Marguerite Duras, résistant, déporté à Buchenwald puis à Dachau, publie en 1947, la même année que Si c'est un homme, un livre dont le titre est éloquent, « L'espèce humaine ». On peut y lire les lignes suivantes. La variété des rapports entre les hommes, leurs couleurs, leurs coutumes, leur formation en classe, masquent une vérité qui apparaît ici éclatante, au bord de la nature, à l'approche de nos limites. Il n'y a pas des espèces humaines, il y a une espèce humaine. C'est parce que nous sommes des hommes comme eux que les SS seront, en définitive, impuissants devant nous. C'est parce qu'ils auront tenté de mettre en cause l'unité de l'espèce qu'ils seront finalement écrasés. Et quelques lignes plus bas. Et si nous pensons alors cette chose qui, d'ici, est certainement la chose la plus considérable que l'on puisse penser, les SS ne sont que des hommes comme nous. Si entre les SS et nous, c'est-à-dire dans le moment de distance le plus fort entre les êtres, dans le moment où la limite de l'asservissement des uns et la limite de la puissance des autres semble devoir se figer dans un rapport surnaturel, si nous pensons que nous ne pouvons apercevoir aucune différence substantielle, nous sommes obligés de dire qu'il n'y a qu'une espèce humaine, que tout ce qui masque cette unité dans le monde, tout ce qui place les êtres dans la situation d'exploités, d'asservis,
et impliquerait par là même l'existence de variétés d'espèces, est faux ou fou, et que nous tenons ici la preuve, et la plus irréfutable preuve, puisque la pire victime ne peut faire autrement que de constater que dans son pire exercice, la puissance du bourreau ne peut être autre chose qu'une de celles de l'homme. Il peut tuer l'homme, mais il ne peut pas le changer en autre chose. La puissance du bourreau demeure une puissance humaine, il n'y a pas de degré dans l'humanité, il n'y a pas d'infra-humain. Tout humain est humain ou n'est pas, même le bourreau appartient à l'humanité. Je suis donc aussi responsable de ces actes. Alors j'en viens maintenant à ma méprise et à cette bizarroïde substitution que j'ai faite en lieu et place de « suis-je responsable de l'humanité ?» cette formulation que j'ai mémorisée, de quelle humanité suis-je responsable? De quelle humanité? Il y a là la réintroduction bien involontaire d'un présupposé de distinction entre des humanités. Et vous comprendrez bien, après ce que je viens de vous dire, qu'il y avait là de quoi être troublé. C'est un euphémisme. Toute la construction sur laquelle repose par exemple la droit des déclarations humaines de 1947 va dans ce sens que je viens de rappeler. Il n'y a qu'une espèce humaine. L'humanité est une ou elle n'est pas. Alors je me suis souvenu d'un bref texte sur lequel j'avais travaillé avant l'été, au moment même où m'est arrivée l'invitation, et dont l'écriture m'avait beaucoup coûté, peut-être parce qu'il s'agissait de prendre en charge par la pensée et par l'écriture, de répondre d'eux, à la lettre d'être responsable d'eux, quelque chose de terriblement déstabilisant. Et je me suis dit que mon erreur en était peut-être l'écho. Voilà ce qui s'était passé, voilà ce dont j'essayais de produire en juin l'analyse, voilà ce qui a probablement interféré dans ma perception du sujet et qui m'a poussé à le transformer. Pour annoncer la publication in extenso dans un cahier spécial de 56 pages du recensement des 34 361 migrants morts dans la tentative de franchir les confins de l'Europe et d'y rentrer, morts officiellement recensés, un quotidien national italien avait réalisé un petit film vidéo de 2 minutes à peine. Il demandait à certains de ses collaborateurs, en général des journalistes, parfois des secrétaires, de lire des extraits de cette longue liste. C'est-à-dire en réalité de prononcer à voix haute ce qui de ces vies avait disparu avec elles et ce qui nous en restait à nous qui étions réduits à les compter. Parfois un nom complet, parfois une origine, parfois encore un âge. Ça donne quelque chose comme inconnu, inconnueux, non parvenu, enfant de 7 ans, somalien, bébé de 8 mois, origine inconnue, 4 enfants, femme de 63 ans, Ahmed Hassan, 22 octobre 2015, noyé en mer Égée, Irak, renversé par une voiture à Calais, 12 corps, femme afghane inconnue, garçon de 15 ans, jeune homme de 20 ans, Syrie, etc., etc. Donner ainsi le nom des morts, c'est-à-dire aussi déclarer souvent notre incapacité à les nommer, est bien entendu une manière de faire un tombeau. Notre indignation, parfois aussi notre désespoir, sont finalement tout ce que nous avons à leur offrir en guise de sépulture. Mais l'atrocité de cette liste, bien entendu saisissante dès qu'on en tournait les pages nombreuses, ne suffisait pas à expliquer le trouble qu'elle suscitait dès lors qu'elle était prise en charge par ces voix qui disaient ces noms ou ces absences de noms, dès qu'elle était lue à haute voix dans la vidéo dont je vous parlais il y a un instant. C'est ce trouble-là dont j'essayais difficilement de rendre raison, parce que ces nombres, après tout, j'en connaissais déjà la monstruosité, vous les connaissez aussi, ces nombres, et je savais les images, et vous savez les images auxquelles ils correspondent et que montrent jour après jour, les écrans dont nous sommes en permanence entourés. En somme, il n'y avait là rien que nous ne sachions déjà. 34 361, nous gagnons seulement à la faveur du recensement en question, en précision et probablement aussi en indécence. Et quand l'impossible à penser se somme au très grand nombre, l'abstraction nous fait bien souvent un bouclier qui nous protège un peu de la violence du sort des autres. Mais alors si nous savions, si je savais,
d'où venait l'effet de saisissement que provoquait effectivement cette minute de vidéo, minute et demie de vidéo, montée très sommairement par ce journal italien. J'ai vécu longtemps en Italie. Quand je suis arrivée à Rome au début des années 90, j'étais étudiante, j'ai assez rapidement commencé à écrire pour les pages culturelles de ce même journal. Je me souviens avoir très vite pensé à l'époque que j'avais trouvé, parce que je ne connaissais personne et parce qu'ils étaient sympathiques, une espèce de famille. Et famille, elle est restée. Dans la petite vidéo de juin dernier, celles et ceux qui lisent face à la caméra certains passages du recensement des 34 361 victimes sont des journalistes et des collaborateurs de la rédaction, et pour la plupart, ce sont aussi des amis. Quand je les vois apparaître à l'image, je sais à quelle date j'ai rencontré celle-ci, il y a maintenant 25 ans. Je me souviens de la dernière conversation que j'ai eue avec celui-là, il y a quelques semaines. Je guette les indices familiers, la lumière de Rome, une fenêtre en arrière-plan. Je reconnais les visages, certains je les aime. Je sais des fragments de leurs amours passés et présents, ce qui les intéresse, où ils habitent, les voyages qu'ils font, leur vie d'origine, ce qu'ils aiment manger, leur âge. Je me rappelle de leur voix. Parfois, je connais un peu leur vie, ils font partie de la mienne. Ils sont mon monde. Le trouble dont je vous parle, qui n'est pas celui de la lecture, mais celui de l'écoute, de la prise en charge des voix, ce trouble est tout entier dans cet entrechoquement entre notre propre qualité d'humain, de vivant humain, et celle si différente que, sans le vouloir et probablement sans même y penser, nous attribuons aux migrants. Nous parlons depuis notre monde, et c'est depuis nos vies que nous prononçons leur nom, ou que nous prononçons leur absence de nom. Nous regardons des humains tenter de survivre à la faim, aux guerres, aux voyages, à la torture, à l'esclavage, à la corruption, au mensonge, à la mer, au campement de fortune, au froid, aux voitures, aux camions, à l'intolérance, aux barbelés, aux murs, aux chiens, aux tunnels, aux frontières, au racisme ordinaire, au cynisme. Et s'ils réussissent finalement à échapper à l'effacement qui les guette depuis le jour où ils ont quitté ce que nous appelons, faute de mieux, chez eux, nous les considérons au mieux comme des survivants. Or, qu'il le soit est bien évident, par on ne sait quel hasard, et avec ce mélange de courage, d'obstination et d'entraide qui fait parfois la force des grandes résistances à l'adversité, ils ont effectivement survécu. Mais ce statut de survivant qu'ils sont effectivement devenus semble avoir dévoré ce qu'ils ne cessent pas d'être pour autant, des vivants, des humains vivants, au sens où nous disons de nous-mêmes que nous menons notre vie, que cette vie est parfois heureuse et parfois insupportable, parfois simple et parfois très compliquée, mais qu'elle est faite de tout ce que nous y mettons. Des affects, la vie avec les autres, les espoirs, les désespoirs, les petites et grandes contingences, les marques de l'âge, les projets, les batailles, les révoltes, le bonheur, le sentiment d'injustice. Tout ça, c'est la vie. Nous sommes des humains. Ce statut des survivants que nous leur attribuons, avec toute la compassion sincère dont nous sommes parfois capables, ne cesse de les rejeter dans un autre monde que celui dont nous nous arrogeons le privilège. Accueillir, cela devrait signifier prendre leur vie dans les nôtres, et non pas ménager aux marges de nos vies un espace pour ce que nous avons au fait d'appeler leur survie. Reconnaître que leurs vies sont faites de la même étoffe que nos existences, depuis toujours, et pas seulement au mieux depuis le moment où des mains ou des bras les ont agrippés, tirés au sec, soignés et réchauffés. Voilà donc peut-être une manière d'entendre encore aujourd'hui les mots d'Anthelme, il n'y a qu'une espèce humaine, et de s'en sentir responsable. Les migrants voyagent avec leur vie, ils ont des familles et des souvenirs d'enfance, des couleurs préférées et des amours, ils se souviennent sans doute du jour où ils ont pris la décision de partir, probablement aussi de ce à quoi ressemblait la vue de leur fenêtre dans la vie d'avant, ou du visage d'une voisine, ou du goût d'un plat. Et c'est cette extrême matérialité qui fait qu'une vie d'homme ou de femme, d'où qu'elle provienne, et quelles que soient les circonstances terribles auxquelles elle a été soumise, que cette vie d'homme ou de femme est toujours socialement et politiquement qualifiée. Il n'y a pas de sous-humanité. On ne déclasse pas un humain de son humanité, jamais. L'expérience de la migration tend à suspendre les vies,
parce qu'elle les soumet à une telle saturation de pouvoir, à une telle exposition à la violence, qu'elle les oblige à une logique de pure survie. Mais si nous voulons nous déclarer responsables de l'humanité des hommes et réaffirmer qu'il n'existe qu'une seule espèce humaine, nous devons nous souvenir que cette suspension n'est jamais une disparition. La vie qualifiée ne s'efface jamais totalement sous les nécessités de la survie. La vie nue n'existe pas. On aurait envie d'ajouter, même quand des milliers d'humains sont engloutis par le voyage, ce ne sont pas simplement des corps qui sont avalés par les flots quelque part dans le canal de Sicile. Ce sont des vies, ce sont des mondes entiers qui ont coulé à pic. Et pour ceux qui demeurent en vie, ceux qui ont finalement réussi à arriver, comment les montrons-nous à l'heure du dîner familial dans les journaux télévisés? Comment les regardons-nous, même quand c'est la compassion ou l'indignation qui nous guident? Il y a quelques années, alors qu'il enquêtait sur ce qu'il a nommé la raison humanitaire dans un livre du même nom, le médecin, philosophe et anthropologue Didier Fassin avait déjà constaté qu'un corps malade avait plus de chances d'obtenir le statut politique de réfugié qu'un corps sain. La raison humanitaire semblait progressivement devenue celle de la vie biologique. Plus le coefficient de réduction d'un homme au biologique par la prise en compte exclusive de la pathologisation de son corps apparaissait comme important, plus la réponse humanitaire, c'est-à-dire la prise en compte de l'humain en tant que sujet politique et social, était paradoxalement grande. Il vaut mieux être malade pour avoir le statut de réfugié. Il fallait donc faire l'hypothèse d'un passage progressif du droit d'asile au protocole compassionnel, sur le fond d'une biologisation du corps politique et social des migrants. La légitimité de la requête d'asile était à l'évidence, et toujours plus souvent, à ce prix. Le livre est de 2010. Aujourd'hui, 2018, on aurait envie de compléter la description. Notre propre regard, même quand il est indigné, n'est jamais neutre. Certes, cette indignation, qui est la mienne, qui est peut-être la vôtre, elle n'est pas universellement partageable, et désormais, faut-il le rappeler, tragiquement minoritaire au cœur d'une Europe laminée par les nationalismes de tout poil et l'obsession fantasmatique de l'autre comme menace, ou de la menace de l'autre. Cette indignation que certains peuvent choisir trace en elle-même une ligne de partage suffisante, éthiquement, politiquement, pour savoir de quel côté chacune et chacun se situe désormais. Il en va aussi de l'idée que nous nous faisons de l'espèce humaine. Mais il arrive que notre regard, à son tour, écrase les vies des migrants sous le poids d'une survie qui en occulte la plénitude, c'est-à-dire précisément l'humanité. Une vie pleine, c'est le contraire d'une vie nue. Nul n'est besoin d'en appeler à la citoyenneté pour reconnaître aux humains les droits qu'ils ont en tant qu'humains, c'est-à-dire aussi nos propres devoirs à leur égard, notre propre responsabilité. Bien sûr, tout est fait pour nous encourager à oublier qu'il y a là des vies qui ne procèdent pas seulement de la survie, et bien souvent nous nous y faisons prendre. C'est là sans doute le sens de mon erreur et la fameuse reformulation involontaire que j'ai donnée au sujet d'aujourd'hui, de quelle humanité suis-je responsable ? L'absolu dénuement dans lequel les migrants se trouvent en général les rejette en permanence dans le règne des nécessités premières, qui sont elles-mêmes sujettes à la violence ordinaire d'une condition de précarité absolue. On se dit donc, il faut se battre sur l'élémentaire, être responsable de l'humanité, c'est d'abord des soins, un couchage, un repas, des vêtements. C'est vrai. Et en même temps, on oublie que des vies, c'est toujours plus que cet élémentaire-là. Et que s'il faut réaffirmer l'unicité de l'espèce humaine, c'est de l'accueil de ces vies qu'il s'agit, de ces vies politiquement et socialement qualifiées, qu'il s'agit aussi de se sentir responsable. Des vies comme les nôtres et une humanité sans distinction. Nous avons laissé anéantir, c'est-à-dire aussi anéanti, 34 361 mondes. Combien de noms faudra-t-il encore égrener à voix haute pour que nous nous sentions en devoir de répondre de cela, c'est-à-dire de nous en sentir
responsable. Je ne sais pas si c'est une banale chambre d'écho au camp du oui, mais si c'est le cas, que ça soit. Merci beaucoup. Merci.